Michel Mondé, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Aquéance Consulting et on va parler aujourd'hui du degré d'autonomie qu'on peut laisser aux collaborateurs dans une entreprise. Alors c'est vrai qu'on lit partout que les salariés sont en demande d'autonomie, de souplesse dans l'organisation de leur propre travail. Est-ce que dans ce contexte, cela veut dire que finalement le manager ne devient qu'un simple releveur de compteur ? Oh non, certainement pas, ce ne sera pas un releveur de compteur. Ce qui est compliqué dans le rôle du manager, c'est qu'il a un rôle ambigu. Il a un rôle qui est de représenter ses équipes, de répondre aux questions de ses équipes, aux sollicitations diverses et variées. C'est quelque part le rôle qu'ont les premiers des sous-officiers, si vous voulez. Et puis vous avez, à l'inverse de ça, le rôle de retransmettre, descendre toutes les informations de la hiérarchie, de la stratégie, comme vous voulez, cette information à ses équipes. Donc ce rôle, c'est le moins gradé des officiers, si vous voulez. Il y a la rencontre d'un rôle d'officier, un rôle de sous-officier, comme une sorte de joint torique humain, si vous voulez, entre les équipes. Alors qu'est-ce que cette situation, ce tiraillement implique pour le travail du manager au jour le jour ? Si vous voulez, le travail du manager, c'est plus comme il y a 20 ans. Les journées ne se passent pas de manière linéaire, si vous voulez. Donc les choses sont complexes, y compris dans la journée. On ne peut plus se satisfaire d'une réunion de coordination par semaine, on ne peut plus se satisfaire d'une instruction. Le manager n'est plus là pour être l'instituteur de la note d'instruction, si j'ose dire. Donc il faut faire plusieurs choses. Il faut être extrêmement à l'écoute des sollicitations qui sont de plus en plus fréquentes. L'espace-temps s'est considérablement raccourci pour un manager, donc il faut être en permanence, même à l'intérieur même d'une journée, à l'écoute. Et en même temps, il faut avoir un maximum d'informations de sa hiérarchie, des reportings, des explications, des déclinaisons stratégiques, etc., pour qu'on puisse être à même, quand on est manager, d'expliquer tout ça à ses équipes. J'en reviens à ce rôle de manager releveur de compteur. Pourquoi est-ce que finalement le manager ne pourrait pas laisser une autonomie totale à ses salariés et puis quand il y a un problème, là il intervient ? Certainement pas. L'autonomie, elle n'est pas dans l'animation de ses équipes. On ne laisse pas ses équipes seules et encore moins un individu, un collaborateur seul. C'est le résultat qui va être seul, si j'ose dire. C'est le résultat qui va être le plus libre, si vous voulez. C'est le résultat, il est plus fonction des objectifs véritablement, si tant est qu'il y ait des objectifs partout. Il est surtout fait d'une conjonction de coordination, de collégialité et d'envie de faire et de faire bien, si vous voulez. Donc le manager, il est plus là pour créer le contexte même de son équipe, rendre son équipe fière d'un résultat, rendre son équipe joyeuse au sens simple du terme d'un contrat remporté, rendre son équipe capable de faire des propositions d'amélioration, de changement, etc. C'est ce contexte-là qui fait que le résultat sera atteint. Mais la performance, elle n'est pas dictée par l'objectif, elle n'est pas descendante. Encore une fois, il n'y a plus de note d'instruction pour faire des objectifs. Il y a des capacités à créer des ambiances, en quelque sorte, de réussite de l'objectif. Mais est-ce que tout cela ne dépend pas du degré d'autonomie nécessaire pour chaque collaborateur dans son travail qui peut être extrêmement variable ? Vous savez, on est tous des mammifères. On est fait pour vivre en groupe. Donc, si vous voulez, il faut gérer ces équipes de manière très collégiale. Quand on est tous ensemble, le meilleur d'entre tous apprend aux autres et le plus faible d'entre tous est corrigé par les autres. On ne sait pas très bien qui corrige et qui apprend, mais de manière collégiale, en cercle en quelque sorte, si vous voulez, on est plus fort et meilleur. Presque vous donner un exemple historique, si vous voulez bien. Allez-y, je vous en prie. Quand vous reprenez l'histoire de la christianisation de l'Europe, qui est un vaste sujet au plein milieu de l'Empire romain, si vous voulez, vous avez quoi ? Vous avez des formations chrétiennes dans le sud, au bord de la Méditerranée, qui se regroupent énormément en écoles monastiques, etc. Et puis vous avez dans le nord des tas de moines errants qui expliquent des prétendus textes qu'ils ont plus ou moins lus, à essayer de prêcher dans le nord de l'Europe. Et au fond, qui gagnent, c'est quand même ceux du sud. C'est ceux qui ont eu cette capacité et cette force de rester en groupe, de rester ensemble pour expliquer ce qui est devenu la religion chrétienne sur le reste de l'Europe. C'est par le sud que l'Europe est devenue chrétienne, pas par des solitaires du nord. Ça n'aurait jamais marché. Donc les vertus de la collégialité, une constante dans l'histoire. Michel Mondé, merci beaucoup. Merci à vous.